Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Décryptage. Comme un soleil, il veut faire rayonner l'image et l'identité de son pays, la Côte d'Ivoire, à l'international. Complexe touristique et bâtiments de haut standing, zone résidentielle de luxe, hôtels 5 étoiles, plages somptueuses et événements de marque sont quelques-uns des grands projets du ministre ivoirien du Tourisme, Monsieur Siandou Fofana, que nous recevons ce jour dans Décryptage. Initiateur de l'ambitieux programme baptisé Sublime Côte d'Ivoire, son pays abritera le 27 septembre 2021 la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme sous l'égide de l'Organisation mondiale tutélaire. Avec M. Siandou Fofana, nous parlerons des enjeux de cette rencontre stratégique. Une fois de plus, bienvenue M. Siandou Fofana sur Africa 24. Le 27 septembre 2021, la Côte d'Ivoire accueille la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme. C'est un grand honneur pour votre pays et l'Afrique. Que représente donc pour vous cette journée accueillie par votre pays ? Oui, pour vous présenter cette journée mondiale du tourisme, ce sont ces journées qui ont été instituées par les Nations Unies et à travers l'Organisation mondiale du tourisme, qui est une entité des Nations Unies et qui est basée à Madrid. Et cette organisation regroupe 160 pays, au nombre desquels il est décidé chaque année d'avoir à abriter pour les 160 pays annuellement. Un pays est désigné pour organiser et être le pays hôte devant abriter la célébration de la Journée mondiale du tourisme qui vise à promouvoir le tourisme et cette forme d'économie qui est une forme d'économie transversale qui intègre intelligemment même les populations les plus vulnérables de notre continent et au-delà du continent, de tout le monde entier. Depuis le 14 janvier 2021, vous êtes le président élu du comité de validation des candidatures des membres affiliés de l'OMT et du groupe de travail pour la réforme du cadre légal de l'organisation. Pouvez-vous nous définir les axes principaux de votre feuille de route ? C'est une bonne opportunité qui est donnée à la Côte d'Ivoire d'avoir abrité la Journée mondiale du tourisme, étant entendu que abriter la Journée mondiale du tourisme voudra dire qu'on reconnaît à ce pays ses qualités intrinsèques et ses capacités, ainsi que son potentiel au plan des infrastructures et du point de vue de sa capacité de desserte aérienne et des moyens de communication, des moyens de locomotion et les questions de mobilité et de fluidité routière qui sont de nature à créer l'attractivité de la ville. Et au plan de l'urbanisme, on sait bien que ce pays a des hôtels et des infrastructures hôtelières, des infrastructures de loisirs, de détente, et une gastronomie et des arts culinaires et une culture capable d'intéresser et d'avoir apporté un plus à la notoriété du tourisme mondial. De ce fait, en choisissant la Côte d'Ivoire comme pays hôte, c'est une reconnaissance aux efforts des autorités de notre pays, avec à sa tête le président de la République qui n'a de cesse de faire des investissements portant la Côte d'Ivoire à un niveau de développement et à un niveau de croissance qui fait de la Côte d'Ivoire la première économie la plus dynamique de la zone UEMOA et, je dirais, la deuxième puissance de la zone ouest africaine. Monsieur le ministre, vous avez fixé votre engagement à l'OMT sur deux axes principaux, c'est-à-dire renforcer activement l'implication des membres affiliés au dynamisme du tourisme mondial et favoriser une collaboration entre l'OMT, ses États membres et le secteur privé. Comment donc une telle vision peut se traduire réellement dans un environnement qui traverse la plus grande crise de son histoire ? Ma mission pour les mois prochains consisterait à faire en sorte que les membres affiliés, au sortir de cette grave crise pandémique au plan sanitaire qui a presque endeuillé le secteur du tourisme, parce que c'est 80% de chute que l'on a assisté au niveau des chiffres d'affaires du secteur du tourisme. Et ceci représente une perte cumulée de plus de 4 000 milliards de dollars.
il faut bien dire que le secteur privé et le secteur parapublic a été fortement sous le choc de cette pandémie et de cette grave crise qui a secoué le monde. Eu égard à tout ceci, nous devrons faire en sorte que les membres affiliés se mobilisent pour aller vers la recherche d'un effet de levier pour capter des financements et mettre en place une politique du financement du secteur privé avec des facilités et surtout rechercher des partenaires pour tous les membres affiliés à l'échelle des continents pour que ce secteur-là, qui est un secteur pourvoyeur d'emplois et secteur générateur de valeur, puisse continuer à jouer leur rôle et faire les adaptations que nécessite ce changement de paradigme pour que la digitalisation de leur secteur se fasse avec l'appui des valeurs technologiques qui sont les plus puissantes au niveau du Nasdaq pour que nous recherchions à les capter, à les intéresser à notre secteur comme partenaire de développement. Justement, la crise du Covid-19 a entraîné de profondes disparités et des inégalités nouvelles. Loin de garantir une approche harmonisée pour les voyages internationaux, les vaccins génèrent une approche distinctive. Comment harmoniser en tout cas cette situation entre les États membres de l'OMT et quelle est la position de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique sur ce sujet? Il est de notre avis nécessaire d'avoir à instituer un passeport sanitaire, lequel passeport sanitaire tiendra compte d'un certain nombre d'éléments et de facteurs environnementaux. Quand on prend le continent africain, le continent n'a pas été aussi touché que bien d'autres continents. Ça serait injuste et quelquefois déplacé et maladroit de ne pas le souligner souvent dans les médias et par les pays de l'OCDE. Parce que tous ont prononcé l'apocalypse. De leur point de vue, l'Afrique a un système sanitaire désuet, un système sanitaire qui n'était pas adapté à faire face à de telles pandémies et que nous allons être décimés. Voilà que nous avons été épargnés et le continent qui a été le moins épargné de par la jeunesse de notre population, parce que nous avons 70% de la population qui est jeune et donc qui a une capacité de résilience par rapport à cette maladie qu'il ne faut pas oublier. Mais surtout, parmi les 22 économies, les 28 économies ayant eu la possibilité de ne pas rentrer en récession, l'on compte nombre de ces pays sur le continent africain. Et donc ce sont des éléments à prendre en compte et qui, de mon point de vue, au cours de ces assemblées, nous allons formuler les recommandations suivantes, de faire en sorte que les pays qui n'ont pas atteint un certain score de contamination et un certain score de décès, de ce point de vue, il faudrait prendre en compte les critères et leur structuration et les méthodes qui ont été instaurées sur ces différents territoires pour faire face à la crise sanitaire, à l'effet de ne pas les rendre tributaires de certaines actions qui ne sont pas des facteurs endogènes, mais qui sont des facteurs exogènes et qui savent bien le gérer, et ils ont montré leur capacité de résilience face à cette pandémie. Et en plus, nous nous dotons de moyens de produire des vaccins pour que d'ici la fin de l'année, nous atteignions au moins un taux de vaccination de 50 à 70%. Et qu'à la mi-2022, nous soyons à mesure d'être vaccinés pour les populations les plus vulnérables à 100%. De ce point de vue, il faut permettre que les déplacements se fassent aisément sur le continent africain et bien au-delà, que les Africains aient la possibilité aussi de se déplacer pour aller sur le reste du monde sans que nous soyons, j'allais dire, automatiquement estampillés d'interdiction. Initié par vous en 2018, le programme Sublime Côte d'Ivoire ambitionne de réduire la pauvreté et également de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine d'ici 2025. Quel bilan tirez-vous de ce programme à ce jour et quel a été l'impact de la Covid-19 sur cette approche et comment relever ce challenge?
en termes de contribution du secteur touristique et des loisirs à la richesse de notre pays. Et quand survint en 2020 cette crise pandémique, mais au-delà, nous voulons procéder dans la nouvelle vision à un changement de paradigme. Et plutôt que de voir le verre à moitié rempli, nous voulons voir le verre, moins à moitié vide, nous voulons voir le verre à moitié rempli. Pour deux raisons. Nous pensons que toute crise, l'histoire du monde nous enseigne que toutes les crises ont laissé après place à de nouveaux enjeux de développement. La crise de 1929 nous l'enseigne bien et tout près de nous. La crise pétrolière et la dévaluation du dollar en 1974 nous reprécisent au plan économique les enjeux de cette dimension. C'est pourquoi nous trouvons dans cette crise comme une opportunité pour l'Afrique, au regard de la résilience dont nous avons fait montre, de voir comment procéder à un changement de paradigme en nous accaparant des aspects du numérique pour procéder à une digitalisation du secteur touristique, pour que nous ayons des nouveaux produits et que nous ayons une meilleure accessibilité du territoire, en faisant en sorte que le tourisme intra-communautaire, intra-africain, soit davantage étudié avec subséquemment 3 changements de taille, à savoir la révision de l'accès à nos territoires, donc une meilleure accessibilité au territoire, donc une certaine politique accentuée sur la libre circulation des biens et des personnes que nos États devraient prendre à un haut niveau, au niveau des chefs d'État, et que les questions de visa et les questions de passeport africains qui permettent à tous les Africains de se déplacer sur l'ensemble du continent soient de mise. Mais surtout que nous mettions l'accent sur la question liée à la question des connectivités aériennes et que la connectivité aérienne soit revue et permette d'être démocratisée comme moyen de déplacement des populations au regard du coût excessif des billets d'avion pour accéder à nos différents territoires. Et donc, il faudrait qu'un accent soit mis sur ce volet-là dans ce changement de paradigme pour que, au niveau intracommunautaire et au niveau intra-africain, nous mettions un accent là-dessus, parce que d'ici 2050, c'est 2 milliards de population, avec une population de 70% qui auront moins de 35 ans sur le continent africain. Et donc, il faut faire en sorte que la classe moyenne se développe et que leurs désirs, leurs loisirs, leurs besoins de rêve se concrétisent pour une bonne part sur le territoire africain. Et c'est pour ça que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire la base de divertissement et de loisirs, mais surtout une base de divertissement et de détente pour les activités de plein air pour bien des pays de l'Interland et de l'Afrique de l'Ouest et au-delà de toute l'Afrique. La crise mondiale a démontré la faiblesse du tourisme intra-africain. Comment surmonter cette étape? Pourquoi la cible prioritaire des politiques de tourisme en Afrique semble construite dans chacun de nos pays africains pour séduire l'Europe, l'Amérique ou même l'Asie et moins les Africains? Comment surmonter cette situation? Au rang de deuxième destination de tourisme d'affaires après le Nigeria, et juste après nous, c'était le Maroc. Et donc le tourisme d'affaires qui représentait en termes de proportion de volume, 40% de volume, représentait quand même 50% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que là où le tourisme rapporte beaucoup plus d'argent, c'est le tourisme d'affaires. Et donc nos États s'étaient investis au regard de la position géostratégique de notre pays à développer le tourisme d'affaires au détriment d'un tourisme intra-africain qui est un tourisme en termes de volume qui est important, mais n'avait pas une certaine stratification d'activités permettant de capter le maximum de ressources. Et donc, aujourd'hui, nous avons pris l'initiative et nous avons été accompagnés par bien de nos pairs et tout à l'heure, vous conviendrez avec moi
que les différentes réunions que nous tenons à partir des visioconférences et grâce à cette digitalisation qui est née suite à cette crise, nous tenons beaucoup de réunions avec nos pairs africains à l'effet d'asseoir une vision commune autour du développement du tourisme intra-africain et faire en sorte de densifier et d'avoir des produits d'appel à l'échelle de nos continents, de notre continent et à l'échelle de nos blocs de pays. Et nous pensons que nos États uniquement ne peuvent pas à eux seuls faire appel à une certaine clientèle qui est avide de dépaysement sur le continent, mais il va falloir envisager des questions d'ordre réglementaire et institutionnel pour que, au niveau légal, des dispositions soient prises pour rendre nos territoires plus accessibles et que les questions de connectivité et de communication soient traitées avec diligence pour que ces voyages soient démocratisés et que des circuits s'ouvrent harmonieusement aux uns aux autres. À titre d'illustration, cette côte ouest n'a pas de circuit de croisière par la mer. Et c'est impensable que cette belle côte n'offre pas une telle opportunité. Et nous avons envisagé de créer des circuits touristiques pour les croisiéristes, avec bien des croisiéristes à l'échelle mondiale bien connus, pour faire la desserte et que la côte soit exploitée au profit d'une certaine économie, tout en créant les conditions de sécurisation de tout le flanc de navigation qui pourrait être dégagé sur toute la côte. La Côte d'Ivoire accueille en 2023 la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Quelle stratégie touristique comptez-vous déployer pour un tel événement et quelles sont les perspectives et retombées potentielles? C'est une aubaine pour nous d'avoir abrité en 2023 la CAN. Et qui dit abriter la CAN, c'est d'abord des hôtels, c'est d'abord des loisirs, c'est d'abord les arts culinaires avec la gastronomie d'un pays qui s'offre à tous ceux qui nous font l'amitié de nous visiter. Et donc nous allons choisir ces joueurs qui ont marqué le football mondial et qui sont d'origine ivoirienne pour défendre les couleurs à partir des chaînes africaines et des renommées mondiales comme vous, pour que par l'effet de levier, nous atteignions des cibles et qu'ils portent plus haut les couleurs de notre pays et défendent la destination Côte d'Ivoire et vendent la destination Côte d'Ivoire pour que les prescripteurs de destination comprennent que cette occasion est une occasion unique dont nous devons nous en saisir pour être présents non seulement dans les stades, mais dans les salons de tous les amateurs de football pour découvrir la Côte d'Ivoire sur d'autres facettes à travers le football comme moyen de communication et moyen de s'introduire et de s'inviter dans les résidences, dans les domiciles et dans les États qui aiment le football pour que la Côte d'Ivoire soit vue sur, pas seulement avec le football, mais à partir du football qu'on découvre ses richesses cachées, les belles plages et que dit ce paradis méconnu des biens des publics.